Trêve de billevesée en cette préparation des festivités de Noël et de la nouvelle année. Avant une interruption d'une quinzaine de jours, Christophe nous a proposé un thème aujourd'hui autour des traditions, justement, mais des traditions orales versus les traditions écrites. Quelle est la différence? Eh bien, sur ce Merci thème, Christophe. Christophe va nous éclairer. Je sais pas, on va essayer. Alors, donc, je voulais aborder ce sujet, donc de la différence entre les traditions orales et écrites. Du coup, je voulais aborder ce sujet pour mettre en avant la différence de fonctionnement un peu de ces traditions qui s'opposent fondamentalement et n'ont pas les mêmes objectifs. Et en fait, quelque part, il y a quand même on parle de tradition, donc il y a des points communs et vous allez voir que les différences, elles sont pas si énormes, mais que voilà, ça vaut le coup quand même de le noter. Et je vais finir sur une notion qui est que potentiellement, il va y en avoir une troisième tradition qui n'est pas connue aujourd'hui qu'on ne met pas en avant, mais qui devrait naître par la suite. Alors du coup, on commence avant la tradition orale, puisque la tradition orale a commencé quand on a commencé à parler, et parler de manière efficace, ce qui pose un certain nombre de conditions à son existence. Donc la transmission s'est passée en premier lieu par le mimétisme, en montrant son comportement, en invitant à faire et à essayer, en accompagnant le geste pour aider à l'optimiser, et puis à optimiser l'essence et l'esprit. Avant les mots, il y a eu le geste, une forme de langage non verbal. C'est le processus principal d'enseignement, toujours en vigueur, puisque même de nos jours, la parole n'est pas fonctionnelle pour enseigner aux très jeunes enfants. Et ils apprennent la parole via ce mécanisme, en imitant les paroles de son entourage. Ainsi, la tradition orale, à laquelle on pense en premier, n'est qu'une tradition secondaire. Et de façon logique, la tradition écrite en est la troisième. Cette hiérarchie manifeste qu'il y a un ordre qui n'est pas possible de transgresser dans l'acquisition des traditions. On commence donc par le mimétisme, on suit par la tradition orale et on continue sur la tradition écrite. Cependant, au départ, quand la parole s'est déployée, elle n'a pas donné naissance à une tradition orale, mais à des mots, sans forcément d'organisation entre les concepts, ce qui ne permettait pas d'écrire une tradition orale. Les premiers qui ont voulu essayer de transmettre quelque chose sans aucun mimétisme ont dû être empêchés par l'absence de mots capables de fournir les concepts adéquats. Non pas qu'ils n'ont pas eu la capacité d'en créer de nouveaux mots, mais du fait qu'il fallait les faire comprendre et adopter à leurs congénères. Il a fallu donc développer ces mots, puis cette tradition orale, et il est très probable que les premières tentatives n'aient pas pu se transmettre faute d'avoir suffisamment d'auditeurs capables de maîtriser le sens et l'intégralité du sens, du message initial. Les traditions orales primitives se sont certainement transmises par des personnes qui vocalisaient plus ou moins au hasard des suites de mots qu'ils ne comprenaient pas forcément. Ceux-ci essayant d'expliquer ou d'exploiter les concepts qu'ils ne comprenaient pas à d'autres congénères, possiblement très sceptiques, étant principalement formés par le mimétisme et par l'expérience. Alors à quoi ça sert d'expliquer quelque chose à quelqu'un avec des mots alors que lui, il n'a pas besoin, il se sert uniquement des gestes et ça lui va très bien, c'est efficace, tout le monde les comprend. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. On peut simplement en déduire que la tradition orale n'a donc servi qu'à transmettre des éléments
qui ne se transmettait pas par mimétisme. Son développement s'est accompagné au développement du vocabulaire et la grammaire, du vocabulaire, de la grammaire et des concepts. Une fois suffisamment développée, une tradition orale s'est alors développée de manière efficace. Ainsi fut la tradition orale. La tradition orale s'est d'abord mise en place en dédiant des individus à cet effet. L'objectif n'était pas de réserver cette connaissance à une poignée de personnes, mais au contraire, si l'effort de transmission n'était pas concentré sur un petit nombre de personnes, cette formation n'aurait pas été possible. L'ensemble de l'activité des hommes se concentrait sur la culture, l'élevage et l'entretien des outils, des vêtements, des habitations. Dès le plus jeune âge, les enfants étaient amenés à contribuer à l'effort collectif par mimétisme pour maîtriser ce qui pouvait l'être et pérenniser ce qui était nécessaire. Former un enfant à transmettre une tradition orale qui ne concernait rien d'apparemment nécessaire n'a certainement pas été un sacrifice facile à faire. Ainsi, tout le collectif travaillait et entretenait ces personnes dédiées pour qu'elles puissent maîtriser et entretenir une tradition orale. Ces personnes étant rares, longues à former et certainement précieuses au regard du sacrifice nécessaire pour les maintenir, il faut bien envisager que l'on sélectionnait les enfants par leurs capacités particulières. Plus le langage et l'articulation des mots étaient maîtrisés, précoces, plus la formation serait efficace et fiable. Mais également par des critères liés à la longévité. Car il faut également considérer que la formation n'était pas nécessairement toujours un succès. Donc, comme la formation était difficile, on essayait de faire en sorte qu'une fois formé, cela puisse durer le plus longtemps possible. Résultat un peu annexe, les femmes ont alors été désavantagées par la forte mortalité en couches. Et seulement peut-être quelques tribus matriarcales ont pu se développer, mais elles ont privé certaines filles, d'enfantement pour garantir au mieux la survie de la tradition orale. Donc, sans être une explication complète du patriarcat, cette considération a probablement joué un rôle concret en désavantageant les collectifs matriarcaux. L'efficacité de la tradition orale s'est progressivement améliorée au fur et à mesure de l'évolution du langage et de sa maîtrise par les individus. Ainsi, les traditions orales se sont peu à peu popularisées et de plus en plus de personnes ont pu se l'approprier. Cependant, la quantité de vocabulaire augmentant et le sens des mots évoluant, la capacité de formation est restée faible. Car comprendre à peu près des mots et comprendre ce qu'ils signifient sont deux choses différentes. Dans un cas, on en comprend la surface, de l'autre, on la comprend en profondeur. Et la différence est le nombre d'erreurs de compréhension que l'on peut faire. Plus il y a eu de gens pour en parler sans avoir été correctement formés, plus la tradition orale se détériore. Les mots sont remplacés, les concepts sont perdus, la tradition orale évolue. Et elle évolue d'autant plus vite au fil du temps que personne ne peut vérifier ce qui est transmis. Car chacun emporte une vision qu'il pense vraie, mais que rien ne lui permet de vérifier. Continuer de transmettre une tradition orale qui était exprimée en peu de mots, mais avec beaucoup plus de sous-entendus que les mots plus récents, est un défi. Comment transmettre tout le sens que portait un mot
avec des mots qui ne veulent plus dire la même chose. Il faut utiliser plus de mots pour être plus précis. Mais alors, comment retenir le sens d'une tradition orale qui était composée de peu de mots, mais de beaucoup de sous-entendus, quand elle doit devenir de plus en plus explicite et doit comporter de plus en plus de mots pour être de plus en plus précise. Et c'est là que naît la tradition écrite. Ainsi fut la tradition écrite. Le vocabulaire augmentant, le langage se développa, les différentes versions des traditions orales se multiplient et l'incapacité à pouvoir vérifier la conformité amène à sa codification, sa transcription mnémotechnique. J'ai nommé la tradition écrite. Il est évident que l'évolution de la tradition écrite s'est faite à l'image de la tradition orale. Je veux dire que l'acquisition s'est faite avec une grande difficulté au départ pour devenir de plus en plus simple jusqu'à nos jours où il se publie des livres dans des quantités astronomiques, bien qu'ils ne soient pas tous en rapport avec une tradition écrite. Je vais donc m'atteler à en décrire ce qui les sépare dans un premier temps. En premier lieu, ce qui différencie la tradition orale et écrite, c'est la nature de la technique. Dans un cas, il faut apprendre des mots et les prononcer correctement. Dans le second cas, il faut apprendre à lire et à écrire, ce qui signifie qu'il faut également maîtriser la technique orale. Je laisse de côté la création de l'écriture et du nombre de signes nécessaires, qui sont des aspects techniques et qu'on retrouve en fait dans la parole, puisqu'il faut un nombre de sons nécessaires pour produire des mots et donc des capacités de vocaliser. Cela sur une évolution similaire au développement du vocabulaire, voilà, c'est ça, et de sa précision. La formation est donc plus longue, plus complexe, mais en plus, elle nécessite la fabrication d'outils et de supports qui sont qui s'ajoutent en fait à l'entretien du formateur et des personnes formées qui transmettent la tradition. Cela n'arrange pas la masculinisation de la fonction, toujours liée à la forte mortalité des femmes en couche. Plus c'est cher, moins on prend de risques et plus l'homme reste un choix concret. Favoriser l'éducation d'un jeune garçon est donc statistiquement plus pérenne. Dans un second temps, la durée de vie d'une tradition orale et écrite est difficile à comparer. Là où certains disent qu'une tradition orale peut vivre plus longtemps du fait d'évoluer avec les personnes qui la suivent, d'autres diront qu'il en existe des traditions orales, qu'il en existe une par personne qui en parle, voire plusieurs par personne, quand ceux-ci peuvent changer de version en fonction de ce qui les arrange, du fait de l'impossibilité de vérifier la conformité. Ainsi, dans ces deux points de vue, la tradition orale change régulièrement, ce qui interroge sur sa qualité de tradition, puisqu'une tradition, c'est comme quelque chose qui est censé se conserver. Donc la question, c'est si elle change tout le temps, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on conserve? Dans le cas donc ça, c'est le cas. Et du coup, si la qualité de la tradition ne se transmet pas par l'oral, est-ce que c'est pas toujours de la mimétique qui se transmet et l'oral n'est là que pour l'habiller? Dans le cas de la tradition écrite, le message est figé. Il est donc simple de s'y référer pour accéder à son contenu pendant une longue période. Cependant, l'évolution du langage et de l'écriture se produisent de la même façon, si bien que le contenu ne change pas beaucoup, mais le lecteur perd peu à peu le sens et le contexte du texte. On peut considérer que la tradition écrite possède un avantage sur le fait de pouvoir vérifier la conformité de la tradition. Mais cela a été
longtemps réservé à une poignée d'individus qui, avec le temps, ont perdu progressivement contact avec le contenu et la tradition écrite. Donc, moi, ce que je vais en conclure finalement, c'est qu'il n'existe pas de tradition écrite sans tradition orale, sans tradition mimétique. Et la tradition écrite ne prend son essor qu'à une époque, ne peut prendre son essor qu'à une époque où la tradition orale est en déclin. La tradition écrite est difficile d'accès, non seulement à des non-initiés, est difficile d'accès à des non-initiés, si bien que ce sont nécessairement des porteurs de tradition orale qui s'en font l'écho. Ainsi, les écrits sont loués, récités, décrits via la tradition orale, qui, nous l'avons vu, n'est pas fiable, et surtout n'est peut-être qu'une évolution de la tradition mimétique préalable, sans que les individus puissent vérifier la conformité aux écrits, faute d'être capables de lire convenablement. Ainsi, si la tradition écrite peut naître assez tôt, ses vertus, son déploiement ne sont possibles que beaucoup plus tard, quand l'ouvrage devient lisible par une quantité suffisante de personnes. Ainsi, jusque-là, à cause de l'âge des traditions et la faible capacité de la population à lire des écrits si vieux et combien de fois traduits, adaptés, rectifiés, prétendre que ce que nous avons, que ce que nous ayons déjà vu, prétendre que nous ayons déjà vu une tradition écrite déployée me semble très prétentieux. Pour ma part, la tradition écrite n'a encore jamais été mise en place et a toujours été obfusquée par la tradition orale et mimétique, que l'on peut considérer comme étant antérieure et ayant évolué ou comme étant considérée comme changeante au gré des fluctuations du langage. Nous arrivons cependant à une époque où tout le monde peut écrire et lire, ce qui signifie que les conditions deviennent favorables à la mise en place à une ère de la tradition écrite. C'est pourquoi la tradition orale commence à perdre en puissance. En même temps que nous nous dirigeons vers l'ère de la tradition écrite, nous nous dirigeons discrètement vers une nouvelle forme de communication. Comme nous sommes passés du mimétisme à la parole, de la parole à l'écrit, nous passerons de l'écrit à son évolution qui sera moins accessible, plus pérenne, supplantée par la tradition écrite, qui l'utilisera comme référence tout en ne faisant évoluer que la tradition écrite. Cependant, pour cela, il faudra conserver la capacité de parole et d'écriture que nous avons obtenue, puisque l'étape suivante en dépendra. J'ai terminé. Merci beaucoup, Christophe. Bon, je pense que ça va ouvrir beaucoup d'opportunités de débat. Qui veut commencer? Personne? Allez, je me jette. Vous m'entendez bien? Oui. Je voudrais juste peut-être poser une question préalable à Christophe. Oui. C'est possible? Oui. Oui, Christophe, tu as quelle référence quand tu fais un tel exposé? T'as des références écrites, t'as des ouvrages ou... Non. Non, c'est ton raisonnement personnel. C'est du freestyle. D'accord, freestyle. Ok. Je pars du sujet parce que j'ai envie d'en parler et après j'écris. Tu fais du hors-piste facilement. Oui, beaucoup. Alors, Ok. Bon, je me permets de rebondir sur cette avant que tu prennes la parole, parce que, alors certes, parce que
quand je vais en parler, je vais amener quelques éléments. Mais avant ça, je voudrais dire quand même que malgré le freestyle que se permet Christophe, je me permets de vous rappeler que il est retombé sur les mêmes conclusions que des gens comme Charles Sanders Peirce sur le domaine des croyances et de la connaissance. Donc, bon, c'est un freestyle certes, mais un freestyle C'est son fils spirituel. Voilà. Il est vraiment stylé. C'est quand même Bon. à noter. Parce qu'il y a des freestyles, enfin moi je vois des gens comme Guillaume, je sais plus comment là, qui font des freestyles et qui font des dizaines, des centaines de milliers de vues, alors qui racontent quand même n'importe quoi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Vas-y Eberhard, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Voilà. Donc, je remercie Christophe parce que c'est très méthodique, très clair. Bon, j'ai pas tout compris totalement parce que je suis tellement fatigué, mais j'ai bien vu la méthode. Alors, j'ai quand même une contradiction à apporter parce que selon certains, disons, chercheurs en linguistique et autres, il y a au moins certaines branches qui disent que la transmission orale, jusqu'à un certain point, est plus fiable dans sa reproduction que la tradition écrite. Et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que qui sait écrire quand on passe de l'autre à l'un? C'est juste une petite minorité qui sont chez nous les moines ou en Chine les mandarins et autres lettrés, hein, on dit lettrés. Et quand, par exemple, la situation historique ou politique change, ils disent oh ce mythe que j'écris ou cette théologie en ce qui nous concerne, dit on va changer un petit peu parce que moi j'estime que c'est un peu daté. Donc il y a un côté, et comme ils ont le monopole, on voit pas. Et ces chercheurs-là, ils montrent qu'en fait, d'un copiste à un autre, il y a des modifications. Quand on est dans un système de tradition orale, eh bien, on est dans mnémotechnique, hein, c'est clair. Et je vais prendre alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement, mais je dis que, après, il y a des variations qui sont beaucoup plus précises aussi en tradition orale. Hein. C'est vrai qu'il y a différentes formes où, par exemple, je dis le mythe de Tristan Iseult. Le mythe de Tristan Iseult, il faut savoir qu'il a seulement été écrit en l'an 1000 et quelques. Et il a mis 5 siècles de maturation. Donc, sur 5 siècles, il y a eu pas mal de modifications, certes. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est tout blanc ou tout noir. Je dis seulement qu'il ne faut pas sous-estimer les intérêts catégoriels de la caste des scribes. Voilà. Secondement, j'ai trouvé très intéressant que tu nous parles des femmes et c'est assez peu abordé et je t'en remercie parce que franchement, ça c'est aussi très important. Ce que tu disais là, effectivement, ça confirme en fait, d'un seul coup, tu m'as fait mettre le doigt sur un point, c'est que par exemple, chez les Germains, mais je pense aussi chez les Celtes, il y avait relativement peu de femmes qui étaient des devineresses ou des prophétesses ou nous on dit aujourd'hui sorcières, quoi. Mais et c'est le point effectivement de savoir ça. Et je sais de sources sûres que les grandes devineresses germaniques étaient restées célibataires, justement pour se concentrer sur le verbe et sur la transmission de toutes ces connaissances qui sont d'ailleurs restées occultes, parce que chez les Gaulois, d'ailleurs, on le sait très bien, il n'y avait pas de tradition écrite, et donc d'immenses savoirs ont disparu, dont seuls, par exemple, les Grecs connaissaient vraiment certains contenus, et c'est par les Grecs qu'on a connu, en fait, la tradition, en partie seulement, la tradition orale celte, parce que les Romains, ils ne s'embarrassaient pas, ils voulaient le pouvoir, point à la ligne. Et aussi, il y a un point aussi très important, pourquoi les femmes ont quand même, à certains moments, pris le pas même sur les hommes, parce que là, je prends sur exemple, on parlait de Marthe Robin, mais aussi de toutes les saintes qu'a connues le christianisme, en particulier avec Sainte Marie-Marguerite, ou Marguerite-Marie, et d'autres, parce qu'elles ont, en fait, ce côté charnel, cette intensité de l'intuition qui devient le côté charnel, mais même dans les livres juifs, Esther et tout, ça veut dire qu'il y a une intuition
pour comprendre qu'il y a une voie de salut, en quelque sorte. Mais c'est par le corps que ça passe. Donc, ces femmes jouent un rôle aussi, et parce qu'elles sont plus chères qu'esprit, même si j'exclus pas l'un de l'autre. Alors que l'homme, il est plus intellectuel, et le scribe, je reviens à nouveau au début, le scribe a ses intérêts catégoriels et ses intérêts de théologie pour quelquefois modifier, même des fois, des éléments essentiels d'une histoire. Voilà, c'était tout. Merci Eberhard. Qui veut poursuivre? Oui, je voudrais renchérir sur ce que vient de dire Eberhard, effectivement. Il a pris l'exemple des écrits bibliques. Je pense que ça tombe bien parce qu'on aura l'occasion, et c'est prévu dans les prochaines interventions, de bien comprendre que la tradition orale vient en appui pour à la fois éclairer, expliquer, éclaircir les écrits. Je vais prendre un exemple très simple, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Quand on prend le texte de la Genèse, et en particulier de la Torah, par exemple, il y a des formules qui sont extrêmement lapidaires. On saute d'une époque à une autre, donc comme si la notion de temps et d'espace n'avait pas beaucoup d'importance. Et en fait, s'il n'y a pas justement la tradition orale qui à l'origine en fait a été à l'origine de ce que l'on a appelé les midrashim, par exemple, qui a donné ensuite les différentes explications du Talmud, eh bien en fait le texte reste incompréhensible. Je retombe sur mes pattes au sujet des femmes. Le rôle des femmes, il est essentiel. On ne peut pas comprendre l'histoire d'Abraham sans l'histoire de Sarah. On ne peut pas de même avec Rivka et Isaac. Donc ça n'est absolument pas présent dans le texte écrit. Par contre, toute la tradition tourne autour. Donc c'est vrai que la tradition orale, elle est première. Elle vient, j'allais dire, être le creuset, le fondement des écrits qui sont beaucoup plus tardifs. Si je prends la Torah, par exemple, qui sait à quelle époque a été mise par écrit la Torah, ça reste une question ouverte. On a parlé d'Esdras, c'est pareil. Le don de la Torah au Sinaï, on parle des tables de la loi. Est-ce que les tables de la loi étaient des tables écrites? Est-ce qu'il y avait véritablement une écriture? C'est ce que dit le texte, mais sans plus. Donc, cette oralité de l'histoire et cet écrit, cette mise par écrit qui a tendance d'ailleurs à figer les choses, et c'est pas le danger, c'est que l'écriture finalement pétrifie un petit peu l'histoire. Eh bien, la tradition orale lui offre encore un espace de liberté et de dialogue avec l'écrit, justement. Merci. Franck, tu as terminé, je pense? Oui, excusez-moi. Qui veut prendre la suite? Moi, alors, oui, pour enchérir un petit peu avec Franck. Félogisteur, mais qui est ce félogisteur? C'est clair. Quoi? Félogisteur? Parce que, en fait, t'as pas mis ton nom, donc ça fait félogisteur. J'ai pas mis. Ah non, d'accord, parce que en fait j'ai changé d'ordinateur, c'est pour ça l'image est plus. C'est pour ça qu'on te voit mieux. On a l'impression que l'image est de meilleure qualité, c'est vrai. L'image est meilleure et peut-être le son aussi. Et effectivement, il faut. C'est toi qui vas me le mettre ou c'est à moi de le mettre le nom? Là c'est mort là. D'accord, non, pas maintenant, mais bon. Faudra qu'à ta prochaine connexion tu mettes ton nom. Ok. Oui, alors l'hébreu est intéressant peut-être aussi d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que l'hébreu, pour le peu que je connaisse, n'écrit pas les voyelles en fait. Il y a donc une grande part d'interprétation. C'est comme si dans cette langue, l'écrit et l'oral se mêlaient en fait en permanence, puisque on doit re-remplir par l'oralité les voyelles manquantes. Ce qui permet d'ailleurs un certain nombre des fois d'interprétations qui peuvent être variées. Bon, ça c'est juste une petite remarque. Moi, sur l'ensemble de l'exposé,
Oui, alors c'est du freestyle, euh, mais c'est quand même sur une base de savoir implicite que tu considères comme vrai, quoi, à partir duquel tu développes les choses. Or, il y a peut-être des éléments qui ne sont pas forcément absolument certains dans ce que tu considères comme implicite au départ. Tu as dit, alors je vais avoir un certain nombre de remarques comme ça, mais après il faudrait que je les synthétise, que c'était deux traditions qui s'opposaient. Moi j'aurais pensé tout de suite plutôt deux traditions qui se complètent, plutôt que s'opposer, hein, dans la lignée d'ailleurs de l'hébreu. Plutôt que s'opposer. D'ailleurs, tu induis le fait que l'écrit serait arrivé à un moment donné où l'oral, j'ai pas bien compris d'ailleurs tout à fait le raisonnement, mais on utilisait peu de mots dans un premier temps, puis après ça a été plus riche en mots, et donc il avait fallu en quelque sorte passer à l'écrit, si j'ai bien compris. Moi, je vois pas ça comme ça, personnellement. Je vois le passage à l'écrit par la perte de facultés des humains, notamment de la mémoire, une disparition de la mémoire qui fait que l'écrit a pris le relais. Euh, j'ai un ami qui allait de temps en temps au mont Athos, il rencontrait des moines là-bas. Les moines connaissaient la Bible, enfin, la plupart connaissaient la Bible par cœur, du début à la fin. On n'a plus cette mémoire-là, hein, nous. Mais dans les temps passés, des hommes avaient une mémoire qu'on n'imagine certainement pas. Et nous, on s'est trouvé une béquille avec l'écrit. Donc je vois plus l'écrit comme une sorte de béquille, mais qui en même temps fixe bien les choses, que comme une continuité, disons, de l'oralité. Je crois que c'est aussi parce qu'il y a une perte de qualité des hommes qui, dans les facultés même intellectuelles, qui fait que l'écrit est là. Bon. Tu as parlé là aussi du matriarcat, comme c'est le matriarcat, et le passage au patriarcat, ce passage-là, je ne suis pas sûr que ce soit de cet ordre-là le passage en question. D'ailleurs, c'est vrai que la mortalité des femmes en couche, est-ce que c'est sûr qu'il y avait une mortalité si importante, par exemple au démarrage? Je ne suis pas certain. On le sait, dans le Moyen-Âge, oui, ça d'accord, dans les autres époques, mais dans les époques très, très reculées, c'est pas du tout certain, c'est pas du tout avéré, on n'en sait rien en fait. Hein. Et moi, j'attribuerais plutôt le passage du matriarcat au patriarcat dans la volonté de domination des hommes. Parce ils voulaient toujours plus d'enfants. Hein. La femme, c'était celle qui produisait les enfants. Donc les enfants, c'était les serviteurs, c'était les guerriers, c'était bon, tout un tas de gens, c'était la puissance en réalité. Donc la femme a été très fixée à justement produire des enfants, et l'homme, lui, en profitait en tant que richesse, et donc il a pris comme ça un petit peu le pouvoir. Hein. Dans la Révélation d'Arès, il dit que Adam, enfin la descendance d'Adam, il dit que a commencé à imposer ses rutes, hein, à la femme pour fournir ses, ses cuisines et ses adultères, etc. Bon, enfin, tout un tas de choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas attribué forcément à un élément précis, disons purement biologique en quelque sorte. Hein. C'est vraiment la notion de l'humain me semble peu présente dans ton exposé. Autre exemple, par exemple, tu dis que le langage servait, et tu as annoncé deux, trois choses, je ne les ai pas notées tout à fait, mais c'était des choses plutôt utilitaires. Et moi, je crois que le langage a été essentiel pour se raconter les histoires vécues des uns et des autres. L'homme aime beaucoup raconter des histoires. Et on se racontait donc les histoires. Et on se transmettait, ah bah oui, mais lui, il a vécu ça, etc. aussi. Donc, petit à petit, plus la mort a été prégnante et la vie a diminué, on a eu besoin de se raconter des histoires, et surtout des histoires qui, des fois, comme dans les mythes, etc., sont des histoires aussi qui portent une leçon sur l'existence. Et ça, c'est pas dans ton exposé. Je trouve que ça manque parce que ça me paraît essentiel, personnellement. Bon, la tradition orale change tout le temps. Ben, c'est pas la tradition orale qui change tout le temps, c'est le langage qui change tout le temps parce qu'il est vivant.
parce qu'on elle est vivant. Donc la langue, ce qui est parlé, est constamment en train d'évoluer. Euh, Tu sais, comment s'appelle cette langue internationale là, qui voulait être... Espéranto. Oui, l'espéranto. Ah, l'espéranto, si Et le ça marche pas, volapük. si ça marche pas, l'espéranto, c'est parce que c'est une création intellectuelle. J'ai connu des espérantistes, hein. C'est une création intellectuelle, mais elle ne sort pas de la vie, quoi. Hein. Et donc elle peine, en fait, elle rame à vouloir imposer. Mais l'idée était bonne, qu'il y ait une langue commune pour tous les humains, mais ça ne suffit pas. Parce que ça sort comme ça de la tête et ça vient pas de l'être, je dirais, de l'existentiel. Tu as dit aussi, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Ouais. Bon, bah, c'est mes principales remarques à ce sujet. Ah oui, tu as dit à la fin aussi qu'on allait vers l'ère de la communication écrite. C'est bien ce que tu as dit, hein. Alors, Dans la tradition écrite même, je dis. la tradition, j'ai noté communication, mais Ouais, bon. mais je parle de tradition écrite. En fait, moi, Ouais. je dis bon, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'elle est déjà passée, hein, d'une certaine manière, parce que, par exemple, quand je regarde maintenant les médias qu'on utilise en permanence, la vidéo, par exemple, là, toi, dans la visio qu'on a, euh, c'est- il y a beaucoup d'oralité, hein, aussi maintenant. Ça revient. L'oralité revient grâce aux moyens techniques tels que la vidéo, par exemple. Il y a beaucoup de médias maintenant qui fonctionnent comme ça, hein. Moi, je regarde Toxin régulièrement, je regarde tout un tas d'autres médias. Bah, c'est de l'oralité, quoi. Beaucoup plus que l'écrit. Et l'écrit devient plus pratique, par exemple sur les petits messages, SMS, les machins, les trucs comme ça. Enfin, comme ça que je vois les choses. J'en sais rien véritablement, mais on verra. Mais voilà donc pour mes remarques. Et je trouve que d'une manière générale, ce que tu fais, c'est intéressant parce que tu prends un fil, tu le développes, donc tu as un certain raisonnement. Souvent qui est correct, on te suit, mais c'est déjà sur la base de présupposés dont je ne suis pas sûr forcément, et il manque souvent l'humain derrière ça. Pour moi, tu as une vision un peu utilitariste, si je puis dire, des choses, J'ai une vision hein, mécaniste. et mécaniste, oui, Mm. mécaniste des choses, c'est ça. Euh, et il manque l'homme, quoi. Il manque la vie. Or, ce qui fait le langage, c'est la vie, quoi, hein. Voilà. Et je suis pas sûr non plus que l'apprentissage dont tu parles de la langue se soit fait comme ça, parce que moi, si je fais la référence toujours au signe, la langue est un don divin. Enfin, le langage parlé est un don divin, le verbe. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé véritablement, évidemment, dans les faits, mais il y a eu un moment donné où le passage de l'animal pensant, qui avait ses gestes, avait tout ça, qui avait certainement quelques sons, hein, aussi qui devaient être associés, mais c'est passé à tout à fait autre chose, c'est-à-dire une capacité d'abstraction qui est très très différente et qui bizarrement ne demande pas non plus, ça c'est un point important, qui ne demande pas pour son apprentissage qui ne demande pas un tableau où on explique comment ça marche le langage, etc. Les enfants, ils apprennent ça naturellement par leurs parents. Et c'est pourtant quelque chose d'extrêmement complexe, hein. Quand on lit des linguistes, ils disent les langages, waouh. Alors, et ça s'apprend tout seul. Alors là, il y a une sorte de mimétisme, mais aussi du mimétisme du son, pas seulement le mimétisme des gestes et tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, Voilà. je l'ai développé, mais je l'ai Oui, dit, hein, que pour oui, moi, tu l'as dit à un moment l'apprentissage donné. commence par le mimétisme Oui. et que la tradition orale ne peut, enfin, les paroles de toute façon ne peuvent pas s'apprendre sans mimétisme des vocalises. Et du coup, de ce fait-là, ça peut se propager. Et du fait de pouvoir discuter ensemble, on peut établir des vocabulaires. En établissant des vocabulaires, on peut apprendre à écrire des mots. Et en fait, si tu veux, c'est un modus qui peut pas, c'est inévitable. Et que l'évolution de l'homme n'a pas pu se faire par un saut à la tradition écrite, par exemple, pour après redescendre. Les trucs sont. Si aujourd'hui un enfant a besoin d'abord du mimétisme, puis de la parole, puis d'écrire, l'homme n'a pas pu faire autrement. Oui, je suis assez d'accord avec l'évolution de la question. Ouais. Mm. Ok.
Merci, monsieur. Franck, tu veux prendre la parole? Après, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer aussi. Oui, c'était juste une petite remarque au sujet de ce que disait Claude. Par rapport à l'oralité et le passage à l'écrit, il y a des études intéressantes qui montrent qu'en fin de compte, l'apparition de l'écrit, de la lettre, vient aussi probablement à la fois d'une composante entre l'oralité, le son et le dessin. Le dessin en tant qu'expression d'une idée. Claude parlait de l'hébreu. J'ai un bouquin assez intéressant qui montre en fait que la constitution des lettres hébraïques qui représente à l'origine un dessin. Un dessin d'une grotte dans le Bet, par exemple, avec le foyer, le dagesh, le guimel qui représente le chameau, donc qui évoque le déplacement, du moins la sortie justement du bête. Donc il y a toute une toute une poésie même du sens par rapport au dessin et qui a abouti finalement à la lettre, l'écriture de la lettre. Bon voilà. Voilà, comme en Égypte, comme en égyptologie. Oui, tout à fait. Les hiéroglyphes, ça Absolument. pense à ça, les idéogrammes aussi, oui. Oui, oui. Ah, oui. C'était précisément ce sur quoi je m'apprêtais à rebondir, Ah. effectivement, que le dessin, les premières écritures, les idéogrammes égyptiens, ou même les hiéroglyphes égyptiens, les idéogrammes chinois, même si c'est très symbolisé chez les Chinois. Mais... Alors, moi, je suis déjà sur ce que disait, avant de revenir au cœur de ce que disait Christophe, sur ce que disait Claude, moi, je suis complètement d'accord sur cette question de la mémoire qui serait bon de retravailler. On s'aperçoit que notre capacité de mémoire est en fait beaucoup plus importante que ce qu'on croirait, que l'écrit, en fait, nous diminue. Et je pense effectivement que ces moyens tels que la vidéo remettre au goût du jour l'oralité. L'oralité. Et la remettre presque en premier lieu, même je dirais. Parce que l'écrit a tendance effectivement à figer les choses. Et je dirais que le summum de cela, quelque part, c'est le Coran, qui est le bout du chemin, je dirais, des monothéismes, et en cela, c'est en cela qu'il le montre, qu'il est le bout du chemin du monothéisme, puisque la tradition est figée dans la parole de Dieu une fois pour toutes. Et il n'y a plus d'autres possibilités, puisque c'est la parole de Dieu. Donc, on montre bien que là, on est vraiment à un bout du chemin de l'écrit. Et donc, c'est vraiment le summum, comme j'ai déjà eu le cas de le dire, du monothéisme. Et donc, des religions du livre, parce que ce qu'on appelle les monothéistes, ce sont justement les religions du livre. C'est pas un hasard. Alors après, vous avez évoqué également, messieurs, la question des femmes. La question des femmes, effectivement, dans le judaïsme, elles sont très importantes. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui a été souvent négligé, mais je pense que c'est effectivement tout à fait essentiel. Et par rapport à ce que disait Christophe, là, je suis désolé, mais c'est pas. Ton interprétation n'est visiblement pas celle qui est retenue par les anthropologues notamment et les sociologues. Et là, j'ai à l'appui, je dirais, Bernard Lahire, Les structures fondamentales des sociétés humaines, que je vous engage à lire, même si c'est un pavé, mais extrêmement instructif. C'est quelqu'un qui vient de la gauche et qui n'a pas hésité à remettre en cause tout ce qu'il pensait pour dire, non, au fond, ce qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est la réalité, et même si ça ne correspond pas à mon idéologie, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est le réel, c'est la vérité. Voilà. Ça, c'est bien. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc, ça, c'est rare. Voilà, et donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. Et je vous rappelle qu'on avait fait une émission d'ailleurs qu'on retrouvera sur le site le 10 avril 2024. C'était l'analyse de l'existence spirituelle, le fait magico-religieux et dépendance-domination. Donc c'est une des émissions du CDRS à laquelle je vous renvoie. Et donc lui il n'explique pas, il dit que ce qu'on appelle le patriarcat
est en fait un résultat de ce qu'ils appellent dans leur langage l'altricialité secondaire, ce qu'on rencontre chez les mammifères, et qui est en fait que la femme est extrêmement occupée, d'une part par la grossesse, donc qui sont fréquentes quand il n'y a pas de procréation, et donc qui est embarrassée. En espagnol, être enceinte, ça se dit embarazada. Hein. Et également dans l'altricialité secondaire, c'est-à-dire que le nourrisson, jusqu'à l'âge de ses 2 ans, 3 ans, hein, voire plus, a besoin de sa mère, sinon il meurt. Bien sûr. Et donc ça monopolise les femmes de façon absolue, je dirais. C'est quelque chose qu'on rencontre chez d'autres mammifères, mais c'est poussé, je dirais, très loin chez l'homme. Donc ça, c'est vraiment la raison du patriarcat, c'est pas d'autre. Donc ça, c'est des travaux. Et là, je dirais, par rapport au freestyle, je dirais, Christophe, moi, je t'invite justement à essayer de peut-être lire ce genre d'auteur et tout ça, parce que, évidemment, ça va nous nourrir. Moi, je n'interprète pas ça comme un désaccord. Hein. Mais il n'a pas dit le contraire, en plus. Au contraire, j'ai dit que le centre du problème, c'était la mortalité en couche, ce qui a un rapport avec la grossesse. Donc, je suis pas complètement à côté. Oui, il a dit ça. Pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, c'est être enceinte. C'est lié à ça. Un autre point important qui m'a aussi un petit peu choqué dans la démarche, c'est que l'écrit, on sait, enfin, c'est des travaux archéologiques qui l'ont montré également, que l'écrit vient en fait de la comptabilité. C'est-à-dire qu'on a commencé à écrire, non pas pour exprimer des idées, des concepts, etc., mais pour compter et tenir des comptes. Et à partir de là, il fallait bien faire des chiffres, mais il fallait bien qu'en face des chiffres, il y ait des lettres aussi. C'est-à-dire que ça, c'est 1 kilo de blé, c'est 1 kilo de farine, c'est etc. Et donc, il fallait bien mettre les mots et des signes. Et donc, on va se retrouver, en définitive, voilà, comment est née l'écriture, et pas... Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les spécialistes du domaine. Oui, mais c'est pas faux. D'ailleurs, le 0 a mis beaucoup de temps à être inventé. Oui, et il est arrivé beaucoup plus tard, oui. Voilà, sinon sur l'oralité, voilà, moi je suis à peu près... l'oralité, je pense que c'est effectivement très important, mais l'écrit, enfin les deux sont irremplaçables, quoi. Enfin, pour moi, on ne peut bien réfléchir quand... Enfin, il y a un auteur, je ne sais plus qui, disait « J'écris des livres pour savoir ce que je pense ». Bon, voilà. Mais c'est pas faux. Mais c'est vraiment exactement ça, c'est-à-dire qu'en posant sur le papier, en formalisant les choses, ça oblige à réfléchir et à aller jusqu'au bout de la rédaction et du sens. Sinon, sur l'oralité, il y a une richesse dans l'oralité qui va souvent avec l'expérience. C'est-à-dire qu'on va faire des euros. Enfin, je vous renvoie là, c'est une autre référence vidéo. Celle-là, c'est celle de, comment c'était, David Carradine, c'était Kung Fu, je crois, cette série, voilà, avec le petit scarabée et tout ça. Voilà, on est complètement dans ce genre d'éducation, à la fois orale et pratique, je dirais. Ça, c'est effectivement... rien ne le remplace. Christophe, pour conclure... Très bien, c'est intéressant. En fait, oui, je vois moins de désaccords que voilà. Je pense que j'ai évoqué la majorité des choses. Il y a quelques petits trucs où je suis pas, voilà. Alors, pour reprendre avec Eberhardt, moi, j'ai évoqué que l'ère de la tradition écrite n'a pas encore été développée. C'est pour ça que moi, encore une fois, comme un peu d'habitude, j'ai pas la même logique de construction. Je considère qu'aujourd'hui, on est en plein essor, et comme vous le dites, de l'oral. Donc, en fait, on est à l'apogée de la tradition orale. C'est l'apogée de la tradition orale. La tradition écrite, elle est bien née, mais elle est née il y a longtemps, mais elle n'est pas encore en place. Parce que qui d'entre vous se réfère essentiellement à des textes pour faire des choses ? Très peu de personnes. Même si on sait tous lire, c'est très rare. Et en plus, se dire que on transmet par l'écrit, c'est
c'est vraiment pas une habitude de tout le monde, hein. C'est une poignée de gens qui écrivent et qui transmettent par l'écrit. Donc pour l'instant, pour moi, je considère que la tradition écrite, elle n'a pas encore été développée. On a un embryon de tradition écrite, mais effectivement, on est à l'apogée de la tradition orale. Et c'est parce qu'aujourd'hui on est capable de tous écrire et qu'on peut tous faire des livres qu'on a une opportunité de la voir se développer maintenant. Mais donc comme elle va se développer, il va naître une nouvelle tradition. Et c'est de ça qui c'est ça qui est amusant, parce que dans l'évocation que tu as eue, Claude, de dire qu'il y a quelque chose d'abstrait, je pense que la prochaine tradition sera abstraite. Voilà, mais j'ai pas d'autres développements à faire. Parce que je pense que c'est une nouvelle notion, c'est-à-dire qu'on pourra parler, on ne pourra peut-être même pas parler, dire les mêmes mots, etc. Mais que cette tradition, elle va cristalliser des choses abstraites, et que on va sortir de cette nécessité d'avoir le bon mot, la bonne phrase bien écrite correctement, etc. pour se concentrer sur autre chose. Mais il y a tu un vois danger, ce que je veux dire, quoi. Il y a un Ouais, danger à cela, Christophe. Il y a un danger à cela. Ça veut dire que dans ces cas-là, on n'est plus en relation avec la Terre. On n'est plus enraciné quand on ne fait que fonctionner l'abstraction. C'est un grave danger, ça, tel que tu décris. Parce qu'en C'est fait, un grave danger, et donc ça l'immense revient à la majorité deuxième remarque que tu as fait. Alors, le rôle qui était, je crois, c'était toi, qui était le fait que l'oral et tout était accaparé par des gens, tout ça, des spécialistes, ce qui était le cas, enfin non, toi tu parlais de la tradition écrite, qui est accaparée par... Moi je dis que c'était le cas aussi dans le mimétisme. Il y a des gens qui sont accaparés des savoirs. Dans l'oral, la tradition orale, il y a des gens qui sont accaparés le savoir au départ, car tout le monde ne pouvait pas le faire. Et en fait, dans la tradition écrite, c'est pareil, et dans la tradition abstraite, c'est pareil. Et j'avais expliqué, bon, j'ai pas expliqué, j'ai mentionné le fait que tout ce qui était de l'ordre de la parole n'était pas reproductible, et donc en fait, on s'est abstrait. Quand on a commencé la tradition orale, on a décidé qu'on allait échanger des trucs qui n'étaient pas du tout terrestres. Et que ça ne pouvait servir qu'à ça. Sinon, le mimétisme suffit très bien. Et donc, c'est dans cette continuité de transmission abstraite que ça va se faire. Si effectivement on prend la tradition abstraite ou tradition écrite ou la tradition orale pour expliquer des notions que toi tu connais sur le travail de la Terre, etc., bah, va l'expliquer, et puis on verra si un jour les mecs ils arriveront à le faire sans que tu leur montres. Mais je pense pas que ce soit faisable. Et voilà. Donc c'est le... Ouais. Ensuite, donc Franck, oui, alors Franck, voilà, ça c'est la relation entre l'oral et l'écrit. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est pas complémentaire, etc. Moi, j'ai vraiment un sentiment que la tradition orale, elle masque la tradition écrite. C'est que les gens, ils t'expliquent des choses, mais comment tu fais pour savoir si c'est vrai, si tu n'essayes pas de regarder et d'essayer de comprendre ce qu'elle écrit. Et en plus de ça, quand on t'a donné une explication qui te paraît logique, pour la remettre en question à partir de l'écrit, tu as intérêt à maîtriser la lecture et l'écriture. Ce qui veut dire que tu n'as plus besoin des gens qui t'en parlent. Et à ce moment-là, si tu maîtrises l'écrit, là, tu rentres dans la tradition écrite. Et là, tu peux peut-être te rendre compte derrière que en fait, ce qu'on t'a raconté, c'était peut-être pas ça. Mais si tu fais pas l'effort de comprendre la tradition écrite, tu n'as aucun moyen de vérifier que ta tradition orale, elle est réelle. Ou elle complète, ou elle éclaire. En tout cas, ils peuvent te le dire. Mais on rentre dans le cas Eberhardt où les mecs, ils te racontent ce qu'ils veulent. Et en fait, tu fais pas partie de cette tradition écrite, tu fais partie d'une tradition orale. Et moi, après, c'est mon point de vue. Hein. Donc Claude, ça a été riche. Donc les traditions s'opposent aux complètes, c'est le même principe. La perte de la mémoire liée à la quantité. Tu disais que on a perdu en qualité, on n'est pas capable de retenir un certain nombre de choses. Moi, ce que je pense, c'est qu'au contraire, c'est qu'à l'époque, ils avaient beaucoup moins de vocabulaire, beaucoup moins de mots de manière générale, et que en fait, comprendre ce qu'on raconte, c'est plus compliqué que de répéter des trucs qu'on comprend pas. Je pense que c'est beaucoup plus difficile à faire. Et parce que le cerveau est occupé à faire beaucoup plus de branchements que quand tu fais juste répéter quelque chose de façon sempiternelle. Et donc, la mémoire,
c'est à la fois, voilà, c'est une qualité parce que le cerveau avait rien d'autre à faire, je pense, et que le fait qu'on ait multiplié le vocabulaire, créé du vocabulaire de précision, etc., tout ça ralentit la capacité à restituer un message correctement parce que tu vas choisir le mot, tu sais plus lequel il faut utiliser, etc. Alors que quand tu es juste en train de répéter un truc, c'est vocalise, c'est un chant, quoi. Et là, c'est plus facile de retenir des chants que de retenir des logiques plus complexes. Donc, pour moi, l'écrit, du coup, elle est née du fait que c'est devenu compliqué avec plein de mots. Si on n'était pas rentré dans une évolution avec plein de mots, etc., je pense qu'on serait toujours à l'oral et il n'y a pas de souci, quoi. Ensuite, la prise de pouvoir des hommes, donc ouais, on en a parlé un peu avec Luc. Moi, je dis que ça contribue, c'est que la mortalité en couche a contribué à faire en sorte que les femmes, elles ont été écartées petit à petit à force de perdre des enfants à l'adolescence, quand elles commencent à tomber enceinte et tout. On se dit, putain, si je dois me casser les couilles à aller à nourrir tout le monde, à faire du papier, à aller chercher des poils pour aller faire de l'encre, et après, derrière, la personne à qui j'ai appris à écrire pendant 15 ans, elle est crevée, tu te dis, bon, j'ai un peu les boules, quoi. Donc, tu passes à autre chose, quoi. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et les peuples qui ont continué à le faire, ils avaient un désavantage avec les peuples qui s'en foutaient, qui ont mis les hommes en place. Et donc, ils se sont matériellement, ils avaient un avantage. Tout ça rentre en considération quand t'as pas les moyens, tu vois, de la contraception, quand t'as pas les moyens d'enseigner de façon massive. Quand tu n'as pas ces moyens-là, tu te poses ces questions, c'est obligé. Donc le langage n'est pas utilitaire et les histoires. Pas que. Ouais, pas que utilitaire. Les histoires, c'est précisément ça la tradition. Donc en fait, c'est la tradition orale. Moi, j'ai pas de sujet avec ça. Donc quand je parle de la tradition orale, je parle des histoires. Parce qu'ils n'avaient rien d'autre à se partager. Hein. Ils racontaient des trucs avec un vocabulaire limité au départ et puis après plus en plus compliqué. Et voilà, les histoires, ça a toujours été le mécanisme de la tradition. Mais les grands textes spirituels, si je peux me permettre, les grands textes spirituels ont été certainement transmis pendant des générations et des générations oralement d'abord, oui. Avant d'être fixés à l'écrit. Oui. Donc il y a eu quelque part une perte dans l'humain lui-même. Mais c'est ce que je te dis en fait quand je dis que c'est le problème, c'est le développement de la parole. C'est que tant qu'il y avait très peu de monde qui le développait, on faisait très attention à la mémorisation. Mais quand il y a tout le monde qui a commencé à copier des trucs, en fait, on savait plus qu'est-ce qu'il racontait. Quand tout le monde parle, c'est qui le référence? Et donc c'est là qu'on a commencé à dire il nous faut une référence, on va écrire. Et on va se décider sur ce qu'on écrit et la référence. Et c'est pour ça que la tradition écrite n'a pu naître qu'à un moment donné où en fait on ne pouvait plus se fier à la tradition orale. Oui. Et du coup, maintenant la tradition écrite, elle sert de support à la tradition orale pour dire si je dis ce qu'il y a écrit, regardez, c'est exactement ce que je dis. Mais en fait, si tu étudies le texte, des fois tu as des surprises parce que ce qu'on t'a raconté, c'est pas ce qui est écrit. C'est intéressant ce que tu dis, Christophe. Ça soulève un autre sujet, par exemple, sur la fiabilité des écrits par rapport à la tradition orale. On voit ça dans certaines formes, dans certaines religions, dans certaines formes de spiritualité, où tu as des textes qui sont dits canoniques, c'est-à-dire reconnus conformes à la tradition, et d'autres apocryphes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi, mais soit ça n'apporte rien à la tradition, soit ça n'est pas considéré comme conforme à la tradition. On voit ça dans le christianisme, par exemple. Il y a et même dans l'Ancien Testament, tradition vétérotestamentaire, il y a des apocryphes aussi, qui ne sont pas dans la Bible hébraïque. Tout à fait. Ce qui fait que dans ce cas-là, c'est plus la tradition orale qui prime sur la tradition écrite. Ensuite, pour finir, Luc, le Coran, pour moi c'est pareil, tu vois, le Coran, les gens qui l'ont lu, ça se compte sur les doigts de la main. J'exagère, mais et ceux qui le comprennent, c'est encore pareil, c'est encore pire. Donc, en vrai, il y a un texte, personne l'a lu, et ils font que parler de ça. Et puis voilà. C'est vraiment pas.
C'est vraiment pas des traditions écrites. Ce qu'on a aujourd'hui, on n'a jamais vraiment connu une tradition écrite. C'est des gens qui se réfèrent au texte tous, ça n'existe pas. On parle avant, il y a toujours un sachant entre les deux, et c'est la tradition orale qui se transmet. Et chaque musulman prend le morceau qui l'arrange. Oui, c'est ça, mais c'est pas personne l'a lu. En fait, ils lisent le Coran. Quand ils prient, par exemple, les musulmans, ils lisent le Coran. Oui, Mais après, mais ils il y le a comprennent. ceux qui vocalisent et ceux qui comprennent, tu vois, c'est ça. Chacun le comprend aussi selon sa tradition, parce que tu as des tas de traditions différentes. C'est tout le problème de l'écrit aussi. C'est qu'après, il peut s'interpréter de différentes façons. C'est ça. Le problème, c'est quand il est figé, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose d'essentiel. Pour moi, l'oral, c'est quand même la vie, c'est vivant, et l'écrit, c'est mort. C'est figé, dans le sens c'est figé. Mais c'est un mort qui peut servir quand même le vivant, d'une certaine façon. Mais j'aurais vu plus quelque chose comme ça, tu vois. Messieurs, je vais devoir interrompre Oui, pardon. l'enregistrement. Ah oui, oh là, Donc, il est tard. Je mettrai un lien également sur la mortalité en couche des femmes. Il n'est pas aussi important que ça, mais je le mettrai en lien sur la page du CDRS. Eh bien, acceptons l'augure que nous promet Christophe d'une tradition écrite à venir. Et d'ailleurs, les épitaphes que j'appelle de mon vœu pour justement accéder à la transcendance par l'immanence entrent complètement dans cette tradition écrite à ouvrir. Merci messieurs. Bonne fête alors à tout le monde. Bonne fête. Et bonne fête de Noël, et on se retrouve donc Hanouka, l'année Noël prochaine. Ok. Merci, allez, au Ciao. revoir.